Bonjour, alors moi du coup je commence par me présenter, je suis Aurore Turbiot, je suis doctorante en littérature française et comparée et je travaille donc dans ce cadre sur la littérature féministe et ou lesbienne des années 70-80 en France et au Québec. Du coup je pense que ce que je voulais faire pour cette présentation, c'était vous parler un peu de mon projet de thèse, mes recherches en fait qui portent beaucoup sur l'utopie. Et au passage, à travers la présentation de cet article que j'ai fait dans Mouvement à propos de Monique Wittig. Alors, quand je vous dis que je travaille sur la littérature féministe et lesbienne des années 70 et 80 en France et au Québec, en fait, il faut juste avoir en tête que c'est ce qu'Audrey c'est considéré comme un des derniers mouvements d'avant-garde de la littérature, de l'histoire de la littérature française. Pour le Québec, je ne suis pas sûre que ça ait été dit autant, mais pour la littérature française, oui, Audrey Lasserre, qui est la spécialiste, considère que c'est l'un des derniers mouvements d'avant-garde de l'histoire française, ce qui signifie que c'est un mouvement politique, c'est un mouvement vraiment qui associe littérature et politique, qui imagine la rupture, et aussi qui se fait par une certaine difficulté d'écriture. Et en fait, c'est au cœur de mon interrogation parce que le projet féministe ou lesbien, dans les deux cas, est un projet utopiste chez la plupart des féministes, puisqu'elles essayent d'imaginer non seulement un autre monde en dehors du patriarcat, mais d'autres manières de s'aimer, d'autres manières d'entretenir des relations entre hommes et femmes ou entre femmes, etc. Mais elles imaginent, pour pouvoir imaginer ces autres mondes, un nouveau langage, un langage qui, par exemple, contienne des mots qui permettent de dire ces autres existences qui n'existent pas dans le langage au moment où elles arrivent, etc. Donc il y a un mouvement utopiste très très fort dans leur démarche, mais ce mouvement utopiste, il est très difficile à lire, il est opaque, et quand on lit les textes de la période, ce sont des textes vraiment très très difficiles d'accès. Et donc je trouve que c'est très intéressant en fait, d'analyser leur démarche en tant qu'utopiste, mais utopiste d'avant-garde, donc extrêmement difficile à saisir. Et je m'intéresse dans ce cadre du coup à la notion d'illisible. Et c'est une des spécificités françaises aussi, puisque quand on regarde les utopies féministes de la même époque, les mondes anglophones, ce sont souvent des utopies beaucoup plus narratives, beaucoup plus faciles d'accès, beaucoup plus vraiment simples à comprendre. C'est pas le cas dans le milieu francophone. Et c'est donc aussi quelque chose d'intéressant à étudier, et c'est une forme d'engagement particulièrement paradoxale. Ce dont j'ai parlé dans ce numéro, c'était de Monique Wittig, qui est donc l'une des autrices principales de ma thèse, qui a aussi été l'une des figures principales, non seulement du mouvement de libération des femmes pendant les années 70 en France, mais aussi du mouvement d'écriture, qui était lié à ce mouvement féministe de revendication politique. Monique Wittig, pardon, excusez-moi, Désolée. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Monique Wittig est aussi la traductrice en fait, de Herbert Marcuse, de L'homme unidimensionnel en 1968. Donc livre que lui, il a écrit en 1964, qui a été extrêmement influent dans les mouvements contre-culturels de l'époque, on le sait. Elle l'a traduit en France, c'est assez peu connu, en 68, donc juste avant les mouvements de mai. On sent dans sa pensée, c'est certainement pas la personne qui l'influence le plus, ni rien, mais clairement, son œuvre littéraire à Monique Wittig est en partie influencée par celle d'Herbert Marcuse. Et alors si vous connaissez peut-être un petit peu Monique Wittig, en général ce qu'on connaît c'est soit le Poponax qui est son premier roman, mais qui en l'occurrence m'intéresse assez peu, soit Les Guerrières qu'elle a écrit en 69 et qui raconte la guerre des sexes et comment se déroule la guerre des sexes concrètement entre les femmes qu'elle n'appelle jamais les femmes et les hommes qu'elle n'appelle jamais les hommes, mais comment ça se déroule. Ça c'est une épopée la plus connue, mais je me suis intéressée dans ce numéro à Virgile Non, qui est une œuvre beaucoup moins connue d'elle, qu'elle a écrite en 85. Et ce qui m'intéressait, c'était de considérer qu'il y avait une sorte de double mort de l'utopie à ce moment-là, puisque les espoirs de mai s'étaient effondrés, et tout ce que disait Marcuse dans L'homme unidimensionnel n'avait fait que s'aggraver, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Tout ce qu'il a dit, ça
ça s'est avéré de plus en plus vrai. Bref, il y a eu ça, cette mort de l'utopie-là, mort des espoirs de 68, et aussi mort des espoirs du mouvement de libération des femmes, puisque en France, dans le contexte français, on considère que en gros, le mouvement s'est effondré en 80, lorsque justement Monique Wittig a publié en fait quelques articles où elle posait un geste de rupture en tant que lesbienne par rapport au mouvement féministe massivement hétérosexuel, etc. Il y a eu une grosse rupture, ça a provoqué de fil en aiguille l'effondrement du mouvement féministe. Et donc quand elle écrit Virginie Non en 85, le mouvement féministe français est mort. Et donc ma question c'était comment elle peut continuer à penser l'utopie, comment elle peut prolonger son œuvre qui était basée sur ces choses-là, alors que l'utopie est morte 2 fois en l'espace de quelques années en fait. Et j'ai essayé donc dans cet article de lire la manière dont on pouvait retrouver les analyses de Marcuse dans le texte de Monique Wittig. Alors Virginie Non, pour vous présenter un petit peu l'œuvre, c'est une réécriture de la Divine Comédie de Dante en fait, où Wittig se met en scène elle-même en tant que féministe enragée pour le coup, qui est guidée par son guide qu'elle appelle Manastabal, qui remplace Virgile. Et elle traverse l'enfer avec son guide Manastabal en espérant atteindre le paradis, et le paradis étant le paradis lesbien, celui où elle retrouve son amante. Et l'enfer qu'elle traverse, eh bien, c'est l'enfer hétérosexuel en l'occurrence, donc, et patriarcal, puisqu'elle ne fait pas vraiment la distinction. Donc l'enfer qu'on traverse, c'est voir des femmes mutilées, voir des femmes qui sont dominées et oppressées de différentes manières, disons, par leur société, etc. La question, c'est donc comment en fait continuer à penser le paradis, l'utopie, dans ces circonstances. Et parmi les réponses, je ne vais pas refaire l'article, mais parmi les réponses que j'ai essayé d'analyser, il y a la double conscience, puisqu'en fait Monique Wittig travaille vraiment l'idée du pluridimensionnel, justement en reprenant Marcuse, c'est-à-dire qu'elle développe l'idée d'une nécessaire vision de multiples en fait, qu'on dirait aujourd'hui, je pense, assez intersectionnelle. C'est pour ça que ça me paraît intéressant d'en parler. Elle considère que, et c'est dans son récit aussi, qu'une pensée n'est jamais vraie, n'est jamais bonne, et donc son utopie est déstructurée. Son utopie, c'est avoir plein de points de vue différents sur un même sujet. Elle reprend aussi les théories de Dubois, par exemple. Enfin, c'est très présent dans son intertexte, non seulement Marcuse, mais tous les penseurs en fait, des luttes de libération. Elle considère aussi la littérature, et ça c'est très marcusien aussi, comme un espace critique en soi, et la littérature en tant qu'elle est difficile à lire, c'est-à-dire pas la littérature qui va raconter des jolis récits d'utopie, il n'y a pas du tout ça chez Monique Wittig, mais vraiment la littérature en tant qu'elle est incompréhensible, en tant qu'elle fait rupture, qu'elle pose des choses qui sont irréconciliables. Cette chose-là, c'est ce que Marcuse appelle finalement l'espace critique. Et pour lui, dans l'homme unidimensionnel, il explique vraiment que c'est ce côté irréductible et contradictoire de manière inhérente à la littérature ou à l'art en général qui crée l'espace critique et donc qui laisse une possibilité d'existence à l'utopie. Il y a ça donc chez Monique Wittig. Et un autre point que j'avais trouvé très intéressant de lien entre leurs deux œuvres, c'est l'idée du réel qu'on a évoqué plusieurs fois sous différents angles déjà depuis le début de cette présentation. Marcuse, par exemple, parle parfois de concret réel, il cherche le concret réel. Et un exemple que je trouve vraiment très frappant et que je retrouvais aussi chez Wittig, c'est lorsqu'il dit est-ce que c'est vraiment très utile de déchiffrer lorsque, je sais pas, un ouvrier, je crois que c'est l'exemple qu'il prend, un ouvrier demande à ce que son salaire soit augmenté. Est-ce qu'on doit traduire ce qu'il dit en « j'ai besoin d'une augmentation de temps pour payer les soins de mon épouse, etc. » et dans ce cas, lui donner le salaire équivalent, mais arrêter la lutte là. Ou est-ce qu'on doit éviter de le traduire et considérer qu'en fait, il exprime au-delà de son manque précis d'argent la lutte des classes. J'ai perdu ma phrase, mais Wittig, n'importe quoi. Marcuse considère que le concret réel de ce qui est énoncé par l'ouvrier, c'est bien la lutte des classes elle-même, donc cette
une vue politique, disons, beaucoup plus globale que ce qu'il peut vouloir dire très précisément. Monique Wittig, pareil, dans Virginie a une espèce d'utopie réelle où ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les circonstances précises de tel ou tel mode de vie, mais la revendication générale et péremptoire d'un ailleurs. Voilà. Ça, c'est à peu près ce dont j'ai parlé chez Monique Wittig, mais d'une manière générale, en fait, dans ma recherche, je m'intéresse à des phénomènes proches. Et on a parlé d'anti-utopie depuis le début de cette présentation, et on n'a pas parlé de dystopie, mais c'était en filigrane. Je pense qu'en fait, les littératures féministes des années 70-80 développent plutôt encore autre chose qui serait une sorte d'utopie du désordre. Elles partent du principe que l'utopie est mauvaise, et en fait elles le font en tant que féministes aussi, parce que mai 68 a été un échec du point de vue féministe, même s'il a permis d'amorcer, disons, le mouvement de libération des femmes, mais mai 68, ça a été pour beaucoup de féministes de l'époque la réalisation que quand on fait la révolution, les femmes sont quand même à la cuisine en train de préparer la nourriture pour les hommes qui font la révolution. Donc échec pour les femmes. Donc les utopies, puis il y a eu le socialisme en même temps, il y a eu l'URSS, je veux dire. L'utopie est globalement perçue comme quelque chose de mauvais dans ces réalisations historiques, tant que le patriarcat reste en place, etc. Pour autant, les féministes de l'époque, et les écrivaines en particulier, puisque c'est à elles que je m'intéresse, n'abandonnent pas complètement toute utopie, mais simplement la réinventent sous le mode du mouvement et du désordre. Et ça a été très réfléchi par une penseuse qui s'appelle Angelica Bammer, qui a vraiment réfléchi sur l'utopie des féministes pendant les années 70, notamment en s'appuyant sur Wittig, mais pas que, en montrant qu'on sort du modèle du récit utopique pour arriver vers le modèle du mouvement, du changement, de la révolution permanente en quelque sorte. Et c'est justement le second point que je voulais aborder à travers l'exemple de Françoise Daubonne, dont vous avez peut-être un petit peu entendu parler. C'est une autrice qui commence en fait à être connue par nos générations, en tout cas. Elle a été longtemps oubliée, puis là elle revient depuis 2-3 ans. Françoise Daubonne, on la connaît de nouveau à travers l'écoféminisme, puisque c'est la créatrice de ce mot, même si ce n'est pas elle qui a tout fait, mais enfin, elle a notamment créé ce mot en 1974, lorsque c'était la première campagne présidentielle avec un candidat pas utopiste, écologiste, René Dumont. Et Françoise Daubonne est donc l'une de mes autres autrices principales. Elle aussi écrit des utopies, elle aussi s'appuie, comme Monique Wittig, sur des récits d'épopée et sur des récits de guerre pour créer des utopies, ce qui paraît paradoxal. J'ai de nouveau perdu ma phrase, je suis désolée. Mais oui, c'est ça, je voulais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que je trouve très intéressant chez les autrices féministes, c'est qu'elles ont quand même une manière d'aborder l'utopie qui autorise, disons, une conjonction entre science-fiction et utopie, parce que justement, elles réinjectent dans leur utopie du récit, mais du récit qui est aussi très émotionnel, qui raconte la rage, qui raconte la colère, qui raconte la tristesse, le désespoir, etc. Des émotions dont Angelica Bammer dit qu'elles ne sont pas présentes dans les récits très statiques des utopies traditionnelles. Et qui peuvent, du coup, je trouve que c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait sur le plaisir de lecture, etc. Il y a un plaisir de lecture éventuel chez les féministes qui est autre en tout cas. Et chez Françoise Daubonne, puisque je voulais en parler un petit peu pour ouvrir un petit peu le propos, son utopie la plus connue à elle, mais je doute que vous en ayez entendu parler, mais peut-être, c'est Les Bergères de l'Apocalypse, un gros roman qu'elle a écrit en 1977, une épopée, elle aussi, qui reprend le thème des guerrières de Monique Wittig, et qui raconte la guerre des sexes, mais qui raconte la guerre des sexes depuis le point de vue du futur. On est dans le futur, la guerre des sexes a eu lieu, les hommes ont été exterminés, et une historienne de cette société future qui s'appelle Anima revient sur le passé et essaye de comprendre comment l'utopie a été créée. Et en fait, en revenant sur l'histoire de comment l'utopie est arrivée, elle refait de l'histoire et elle réinjecte de l'histoire. Ça correspond à ce que dit Angélique Libert d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant, réinjecter de l'histoire dans l'utopie. Et elle montre que c'était quand même une forme de dystopie, puisque précisément les hommes ont dû être exterminés, ce qui est quand même... voilà, Daubonne écrit en 1977, c'est très très lourd d'utiliser cette notion même d'extermination.
Donc il y a vraiment une interrogation comme ça qui déconstruit progressivement l'utopie en montrant tout ce qu'elle a d'inenvisageable, mais en même temps quand même en gardant le principe d'espérance qui fait qu'on va quand même essayer d'écrire des utopies. Et je trouve que chez Françoise de Bonne, c'est donc une autre forme d'illisible que chez Monique Wittig. Chez Monique Wittig, c'est un illisible vraiment des mots et des narrations, parce que c'est très déconstruit, que c'est très années 70, nouveau roman, c'est très très difficile à lire. Chez Françoise de Bonne, l'illisible qui s'exprime, c'est plutôt un illisible moral et éthique, puisqu'on a justement ces récits d'extermination des hommes qui sont insoutenables en fait, mais qu'elle travaille quand même parce qu'elle dit d'une certaine manière, et c'est vraiment très actuel, c'est la catastrophe arrive, la catastrophe même n'arrive pas, mais elle est là. Le monde est en train de s'effondrer, le patriarcat est dans un état tel que, et elle associe dans sa pensée patriarcat et effondrement écologique, que la catastrophe est là et qu'il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors elle imagine le pire, donc elle imagine la guerre des sexes. Mais d'une certaine manière, elle gère, disons, cette question de la catastrophe qu'on a déjà abordée de cette manière-là, en disant, bon, mais écoutez, on en est à ce point où peut-être que pour arriver à une utopie, ou à un monde en tout cas plus habitable, il va falloir en passer par la terreur. C'est une hypothèse. Mais elle pose quand même cette hypothèse. Peut-être qu'on va être obligé de passer par la terreur pour bâtir l'utopie. Donc ça renverse le schéma notamment souvent mis en avant des utopistes qui sont des dangereux idéalistes qui vont détruire le monde, etc. Elle assume ça, elle le porte à un autre point d'incandescence, disons, et elle demande ça en fait. Qu'est-ce qu'on fait lorsque la terreur est devenue la seule utopie possible? Et voilà, en fait, je ne voulais pas vraiment conclure, je voulais ouvrir toutes ces pistes par rapport à ce corpus sur lequel je travaille, parce que c'est un corpus assez méconnu, sauf voilà, Monique Wittig, qui est peut-être la plus connue de toutes les autrices sur lesquelles je travaille, mais en tant que, voilà, un des derniers mouvements d'avant-garde de l'histoire littéraire française, des autrices comme Monique Wittig et Françoise de Bonne, il se trouve qu'elles ont vraiment abordé le genre de l'utopie et qu'elles l'ont complètement bouleversé. Je trouve que c'est quelque chose qui doit être approfondi, mais bon, je fais une thèse dessus, donc c'est normal. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là.